Donc aujourd'hui, on va parler thyroïde pendant 3/4 d'heure. Vous allez voir, c'est passionnant. Il y a plein de choses à savoir qu'on ne sait pas forcément et encore même quand on est concerné par un problème de thyroïde. Alors pourquoi parler de thyroïde? Pourquoi moi je vais parler de thyroïde? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, je m'appelle Sabrina. Je suis aujourd'hui naturopathe. Et auparavant, j'ai étudié les sciences. Qu'est-ce qui m'a amené à étudier les sciences en tant que biologiste? C'est que très rapidement, au cours de ma vie, j'ai voulu comprendre le vivant et comprendre comment fonctionnent les choses. Et très tôt, autour de moi, j'ai déjà commencé à côtoyer des personnes qui avaient des soucis de thyroïde sans vraiment comprendre pourquoi. Elles avaient un traitement et puis bon voilà quoi, il fallait prendre le traitement et c'est comme ça. On avait juste l'information de ce que ça pouvait faire sur nos proches et c'est tout. Donc moi j'ai commencé vraiment à vouloir comprendre ce qui se passe dans le corps humain comme ça, à travers la biologie. Après, j'ai travaillé 7 ans là-dedans. J'ai commencé à percevoir des choses qui me manquaient pour aller plus loin dans la compréhension. Et de là, il y a 4 ans, j'ai voulu intégrer les compétences de naturopathie et de nutrition fonctionnelle afin d'utiliser cette science en fait, pour les autres et aider les gens. Et vraiment les rendre plus acteurs, plus conscients en fait, de leurs troubles et dérèglements pour qu'ils soient à même d'agir et de vraiment prendre le pouvoir sur leur corps et leur santé et de ne pas la déléguer à une personne extérieure ou 2-3 personnes extérieures. Donc il y avait vraiment ce besoin de sens et aujourd'hui, voilà, ça fait 4 ans que j'exerce et les problèmes thyroïdiens, c'est vraiment un sujet qui revient à 50%. 50%, c'est énorme. C'est énorme parce qu'en fait, les gens viennent me voir pour, on va dire, un problème, c'est le sommet de l'iceberg. Ils ne viennent pas en me disant j'ai un problème de thyroïde. Ils vont me dire j'ai des chutes de cheveux, je prends du poids, je ne sais pas pourquoi. J'ai des sautes d'humeur, je me sens dépressive. Mais on ne sait pas pourquoi. C'est comme ça. Donc on m'a dit de faire ci, faire ça, mais bon, ça ne résout pas vraiment mon problème. Donc moi, je me suis intéressée, donc j'ai la connaissance de la physiologie de la thyroïde, etc. Je pensais connaître la thyroïde, mais c'est vraiment en allant plus loin que là, j'ai commencé à vraiment comprendre ce qui peut la dérégler, comprendre ses besoins fondamentaux. En fait, ça part de là. Comment nourrir cette thyroïde? Donc c'est vraiment ce qu'on va aborder aujourd'hui. Ok? Si jamais vous m'entendez moins bien parce que je m'emballe et que le micro il bouge, n'hésitez pas à m'arrêter. S'il y a des questions, ce que je vous propose, c'est de vous les noter et on prendra un temps d'échange pour répondre aux questions. Je pourrais passer un micro parce que parfois les questions elles peuvent concerner plusieurs personnes et je trouve ça sympa aussi d'échanger à la fin. Comme ça, moi, je peux vous partager tout ce que je veux vous partager aujourd'hui. Et ça se trouve, vous aurez même la réponse à votre question 5 minutes après. Voilà. Ok? Alors, cette thyroïde, moi, j'aime bien la comparer à un moteur. Un moteur parce que c'est vraiment ce petit organe qui est situé là, à la base du cou, hein, juste devant la trachée. Le médecin, il peut la sentir hein, quand il vous touche comme ça, et il peut même sentir s'il y a des nodules, hein, juste en touchant. Hein. Voilà, c'est très facile pour lui. C'est un moteur vital voilà, qui est à ce niveau-là et qui va vraiment gouverner de nombreuses fonctions dans l'organisme. C'est colossal. Quelqu'un qui n'a pas de thyroïde, s'il n'a pas de traitement, son corps ne peut pas vivre. Donc, voilà pourquoi je l'appelle moteur vital. Donc, un moteur qui a donc des besoins, il a besoin de jus. Il a besoin de jus, de produire aussi du jus. En retour. Et donc, on va parler des besoins fondamentaux pour nourrir une thyroïde de base. Ensuite, on va parler un peu plus, qu'est-ce qui va la dérégler? Qu'est-ce qui va la dérégler? Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, ces besoins ne seront plus comblés et insidieusement, petit à petit,
on va avoir des maux, des manifestations, des symptômes qu'on va regrouper ensemble et on va leur donner une étiquette qu'on abordera après, les étiquettes, donc qui sont les maux de la thyroïde et comment ça se manifeste. Également parce que parfois, on peut suspecter qu'on a un souci, mais qu'on n'arrive pas à faire identifier, parfois par le corps médical. Déjà par soi-même, essayer de comprendre, peut-être faire les liens avec potentiellement un dérèglement hormonal au niveau de la thyroïde. Ça peut permettre déjà soi-même d'identifier des choses et de savoir qu'il y a des thérapeutes qui vont un peu plus loin dans la compréhension des mots et qui ne sont pas là pour remplacer le corps médical, mais qui sont là pour le compléter. Et par exemple, travailler sur les carences, les dérèglements immunitaires qu'il peut y avoir en lien avec un problème de thyroïde, etc. Et vraiment avoir un accompagnement complet et qui va vraiment agir sur la source de vos maux. On verra aussi, bien sûr, les pistes pour commencer à agir dessus. Alors, on va faire, je vous rassure, pas trop longtemps de la biologie, mais ça, vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc la thyroïde, comme je vous l'ai dit, elle est localisée au niveau de la gorge, devant la trachée. C'est une glande qui produit des hormones, qui produit deux hormones principales qu'on appelle T3, T4. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu la thyroïde. Hein. Voilà. Si c'est compliqué, qu'il y a besoin d'éclairement après, vous pouvez me poser la question après. Elle produit deux hormones, T3, T4. Donc, je vous le lis parce que c'est peut-être pas forcément lisible d'où vous êtes. Il y en a une, il ne faut pas retenir. Hein. Triiodothyronine, bon ok, c'est une des hormones. L'autre, peut-être vous allez fortement reconnaître, elle s'appelle thyroxine, qui est l'hormone qu'on retrouve dans la majorité des traitements médicamenteux pour pallier au manque d'hormones thyroïdiennes. Voilà, thyroxine. Donc, comme j'ai dit, c'est un moteur important dans l'organisme, vital, parce qu'il va réguler de nombreuses fonctions. Là, j'en ai mis que quelques-unes, mais qui sont, on va dire, les plus marquantes. Et en cas de dérèglement, ça va vraiment pouvoir se ressentir et se voir, en fait. Donc, on va faire dans le sens horaire d'une montre. Donc, vous voyez, j'ai symbolisé là-haut un estomac pour symboliser toute la digestion, le système digestif, de haut en bas, c'est-à-dire jusqu'au passage à la selle. Donc l'hormone thyroïdienne, les hormones thyroïdiennes vont gouverner la vitesse. Donc la notion de vitesse et de temps est vraiment le mot qu'on va associer à la thyroïde, parce que ça va être la glande qui va réguler à quelle vitesse on va digérer, à quelle vitesse on va aller à la selle, à quelle vitesse on va produire de l'acide dans l'estomac pour pouvoir derrière digérer ce qu'on vient de manger. C'est tout ça, d'accord ? Quand on parle aussi de vitesse, on va parler aussi de niveau d'énergie. C'est la glande qui va moduler notre niveau d'énergie dans la journée et aussi moduler notre niveau de fatigue en parallèle et notre besoin de sommeil. Par exemple, quelqu'un qui a une thyroïde un peu ralentie, c'est quelqu'un qui va ressentir le besoin de dormir plus que les autres. Voilà. On va parler après des différences quand ça va pas. La thyroïde, elle va aussi réguler tout ce qui est filtration par les reins, parce que vous savez, on mange, on boit, etc. Ça passe dans le sang et après ça va passer dans des organes qui vont faire leur job, transformer, gérer, nettoyer, recycler et éliminer. Donc à travers le rein, le foie, les intestins, qui sont les organes qu'on dit émonctoires, qui vont être les organes vraiment de gestion du flux. Et par exemple, donc, la vitesse de filtration des reins est par exemple une des fonctions qui va être modulée par le niveau d'hormones thyroïdiennes. Ensuite, vous voyez, il y a une balance. Donc la balance, c'est pour symboliser le métabolisme, la vitesse du métabolisme. Et donc,
la régulation de la prise ou de la perte de poids, indirectement. D'accord? Et du coup, ça aussi, on en parlera dans les dérèglements, les variations de poids quand la thyroïde déconne. Ensuite, vous avez le symbole d'une femme avec un landau. Donc là, qu'est-ce que je veux vous dire par là? C'est que les hormones thyroïdiennes, ça c'est super important pour les femmes. Il y a une des hormones thyroïdiennes qui est la forme active, qui en fait va contrôler, réguler la fonction des autres hormones dans le corps, parce que y a des cellules dans d'autres glandes endocrines qui ont les récepteurs qui vont capter les hormones thyroïdiennes et ça va moduler leur fonction. Et là, je pense notamment aux ovaires. La thyroïde et les ovaires sont très très fortement liés. Parce que si l'un est déréglé, l'autre va être déréglé aussi, en fait. Parce que tout est relié, en fait, en communication hormonale. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment l'activité thyroïdienne va moduler l'activité ovarienne chez la femme et donc moduler la fertilité. Vous savez, il y a des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Mais en fait, on ne les sensibilise pas que ça peut venir de là. Et il y en a beaucoup. Je connais une personne qui n'arrivait pas à avoir d'enfants. Vraiment, elle a tout exploré parce que souvent, les gens qui se rendent compte qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants, etc., ils ont essayé, etc., et puis ils ont vraiment envie d'en avoir un. Ça devient la galère. Elle était découragée parce que forcément, on ne trouvait pas pourquoi ça n'allait pas. Et elle avait un peu baissé les bras. Après, elle a rencontré un thérapeute qui était un peu plus formé, on va dire, sur les dérèglements hormonaux, et qui lui a dit « Mais t'as regardé ta thyroïde ?» Non. Et donc, il s'est avéré qu'elle avait des carences en termes de production suffisante d'hormones. Elle a réglé ça et elle a eu un enfant. Oui. Alors, j'entends pas bien. Alors, pour les questions... Oui. Alors, attendez, j'arrive, je vous fais parler au micro. Je voulais simplement ajouter un point, si la ménopause, justement, où il y a un dérèglement, alors est-ce que c'est la ménopause qui dérègle la thyroïde ou la thyroïde qui joue avec la ménopause? Voilà. Alors, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est transitoire. Mais c'est surtout la préménopause, avant la ménopause. En fait, ce qu'il faut savoir, donc je vais pas trop digresser, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir autour de la ménopause, elle se fait en deux temps. Il y a un premier temps où il y a la chute de progestérone. Donc la femme, elle se retrouve avec un excès d'œstrogène. Et en fait, on en parlera tout à l'heure dans ce qui perturbe la thyroïde. L'excès d'œstrogène fait chuter l'activité thyroïdienne. Voilà. Par contre, après, le taux d'œstrogène va aussi chuter. Et normalement, là, c'est censé aller mieux. Après, c'est toujours pareil. Il faut prendre la personne dans son contexte, son histoire, etc. Peut-être que c'est arrivé au moment de la ménopause, mais peut-être qu'il y a eu autre chose à côté. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est l'excès d'œstrogène. On va dire relatif. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'œstrogène, il y a un taux normal, mais en fait c'est parce qu'il y a beaucoup moins de progestérone qui fait que là, c'est le bordel. Bon, c'est le bordel, vous le savez, il y a plein de manifestations autour de la ménopause. Chaque femme est différente, mais voilà, c'est vraiment ça. Ok. Donc voilà par rapport à l'influence sur l'activité hormonale féminine. Ça va aussi être la même chose chez l'homme, une bonne activité hormonale au niveau production hormonale masculine, ça va aussi moduler une bonne activité, une activité normale chez l'homme. Ensuite, il y a un smiley. Donc là, c'est aussi super intéressant, mais on a énormément de récepteurs aux hormones thyroïdiennes, là-dedans, dans le cerveau. Et donc, ça veut dire que les hormones thyroïdiennes vont aussi influencer notre humeur. Voilà, on en parlera, j'en dirai un peu plus dans les dérèglements, quand il y a un sur-régime et un sous-régime au niveau thyroïdien.
Là aussi, on va avoir l'humeur qui peut bouger. Non, pas enfin. Ensuite, vous avez tout ce qui est régulation de la température. Je vous ai parlé, le métabolisme, il est modulé par la glande thyroïdienne, les hormones thyroïdiennes. Et donc, ça va aussi permettre, ce métabolisme, il est aussi fortement lié à la régulation de la température corporelle. Voilà. Et enfin, une autre fonction très importante, c'est que la thyroïde va aussi moduler l'activité cardiaque. Donc, c'est-à-dire plus ou moins de battements cardiaques. Ça, je vous en parle parce que quand il y a des dérèglements à ce niveau-là, chez les personnes qui sont sur régime, ce sont des personnes qui tachycardent beaucoup. Et c'est dangereux d'ailleurs, c'est un des symptômes qui est le plus dangereux pour ces personnes-là. Voilà. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est la glande de la vitesse. C'est la glande de la vitesse et qui va être vraiment liée à la vitesse du fonctionnement global de l'organisme. Et on comprend bien que si la thyroïde elle fonctionne pas correctement ou qu'il n'y a plus de thyroïde, eh ben, c'est impossible de vivre sans hormones thyroïdiennes. Donc voilà pour le fonctionnement global. Maintenant, je vais revenir à ces deux hormones-là, T4, T3, parce qu'il y a une notion qui est super importante si vous cherchez à approfondir le sujet. C'est qu'elles ne sont pas égales, pas du tout égales. Alors encore un peu de biologie. Mais normalement, ça se comprend bien. Donc la thyroïde, elle produit deux hormones principales. Elle produit de la T4 qui est la thyroxine, la T3 qui est un peu moins connue, qui s'appelle triodo, même moi je ne retiens pas le nom, c'est la T3. Et en fait, la forme qui va avoir un effet sur l'organisme, c'est uniquement, et je dis bien uniquement, la T3. Ok ? C'est fondamental, hein, parce que voilà, quand on parle d'analyse, etc., quand on commence à rentrer dans ce genre de détails, mais là, c'est pas le but du jour, mais c'est ça qui va gouverner vraiment la santé du reste de vos tissus dans le corps. Hein. Donc, je reviens à mes moutons. La thyroïde, elle produit de la T4, de la T3. La T3, c'est la forme active. Ok. Alors, autre info cruciale, c'est que 10% de T3 est produit dans la thyroïde. C'est tout. Donc, elle produit de la T3, de la T4. Donc, elle produit de la T3 directement. Elle produit aussi de la T3 à partir de la T4. Mais il faut savoir qu'il y a une partie de T4 qui va se balader dans le corps, qui va aller dans d'autres organes qui, eux, vont gérer la conversion du reste, des 90 autres % du reste. D'ailleurs, c'est pour ça qu'une personne qui n'a pas de thyroïde, qui prend de la T4, ben, elle peut vivre parce qu'elle a d'autres organes qui font les 90%. Voilà. Donc, ces organes qui c'est le foie. Le foie, plus. Donc une santé du foie au top. C'est une capacité de produire la forme active au top. Ok ? Il y a aussi les reins, le cœur, le cerveau. Pour vous dire à quel point c'est important de la convertir, cette hormone-là, en forme active. Ok ? Donc, elle produit ces hormones, la thyroïde, elle ne produit pas ça comme ça. Il y a le système hormonal du cerveau, notamment une petite glande qui s'appelle l'hypophyse, qui produit une hormone que vous devez peut-être connaître si vous êtes concerné de près ou de loin par le sujet de la thyroïde, qui est la TSH. La TSH, ça veut dire Thyroid Stimulating Hormone. Donc, ça stimule la thyroïde. Ça stimule même la production d'hormones thyroïdiennes, si on veut être précis. Ça passe dans le sang et ça va dire à la thyroïde, produit des hormones. Une fois qu'il y en a assez, ça va envoyer l'info aussi en parallèle au cerveau que c'est bon, là il y en a assez, il ne faut plus en produire. Donc le taux de TSH va diminuer parce qu'il y a ce qu'il faut. Ok ? Par contre, s'il n'y a pas ce qu'il faut, c'est vrai que la TSH va pouvoir monter.
Mais parfois, connaître uniquement la quantité de TSH ne nous donnera aucune info sur le fait d'être capable d'activer ou pas la T4 en T3. Donc on peut avoir une TSH normale et avoir les symptômes. C'est là où ça devient un peu compliqué. Ok? Donc là, ce qu'il faut retenir de ce que je vous partage, s'il n'y a que la T3 qui a un effet sur l'organisme, et surtout que son activation à partir de la T4, elle se fait essentiellement en dehors de la thyroïde. Donc ça veut dire que quand on a un problème autour de ça, il faudra considérer la santé des autres organes, dont le foie. Donc on a un peu je ne sais pas si vous connaissez la naturopathie, mais on a un peu cette lubie du foie, mais en fait scientifiquement, c'est un organe qui est tellement important dans la gestion des hormones, mais toutes les hormones, les hormones féminines, etc., voilà, qu'il faudra en prendre compte. D'ailleurs, quand j'ai des personnes qui ont des problèmes de conversion, parce que on l'a vu, on a regardé biologiquement ce qui se passait, souvent la santé du foie, elle n'est pas terrible. Elle n'est pas terrible, et là aussi il y a des éléments, des questions, des signes, certaines valeurs aussi. Parfois quand on regarde des analyses, mais on n'est pas obligé de faire systématiquement des analyses. Déjà juste avec un questionnement et s'intéresser à la personne, on peut avoir des infos sur l'histoire aussi, etc. Ok? Oui. Alors la question que j'ai c'est, dites-moi. T3 libre, T4 libre. Oui. Ah, ce que ça veut dire, en fait, ce sont les hormones qui sont... En fait, les hormones, quand elles sont libérées dans le sang, donc la question c'est, qu'est-ce que c'est la T3 et la T4 libre, que vous devez voir parfois dans les analyses. C'est la forme qui circule librement dans le sang. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les hormones, il y en a une partie qui est libre et il y a une partie qui est fixée, un transporteur, un bus à hormones, pour les emmener jusqu'à un site d'action où là, elles vont être libérées. Donc là, elles redeviennent libres et elles vont pouvoir rentrer dans les cellules. Voilà, et en fait, on regarde la libre parce que c'est celle qui potentiellement peut avoir un effet sur l'organisme. Celles qui ne sont pas libres, elles n'ont pas d'effet parce qu'elles sont collées à leur bus. Ok ? Alors, c'est bien gentil tout ça, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait pour que la machine tourne bien ? Alors, la première chose, c'est que si on veut produire des hormones correctement, il faut les bonnes briques. Et il faut savoir que les hormones thyroïdiennes, elles sont fabriquées à partir d'iode et à partir d'un seul acide aminé particulier. Les acides aminés, pour rappel, ce sont les composants des protéines. Les protéines, en fait, ce sont des colliers d'acides aminés. Il y en a une vingtaine d'acides aminés et il y en a un seul en particulier qui va permettre la production de ces fameuses T3, T4, hormones thyroïdiennes. C'est un acide aminé qui s'appelle la tyrosine. Bon, c'est pas la peine forcément de retenir ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut des protéines et de l'iode pour les briques. Voilà. Et il s'avère, on ne sait pas encore vraiment pourquoi, que la fonction thyroïdienne normale est optimale lorsqu'il y a consommation, en tout cas, on le voit chez les personnes qui ont des dérèglements, ça s'améliore quand elles vont consommer des protéines, mais en particulier le matin. Donc ça, il y a des médecins, alors surtout des médecins belges, qui s'intéressent à la question, qui essaient de voir un peu plus loin, notamment au niveau nutritionnel, qu'est-ce qu'il faut pour optimiser la santé de la thyroïde. Donc, ils ont observé que les protéines, le matin, ça marchait mieux. Par contre, aujourd'hui, on ne sait pas faire le lien. Pourquoi le matin ? Pourquoi le matin ? Bon. Ensuite, donc c'est bien, on a les briques qu'il faut, mais après, on a besoin d'enzymes pour faire les assemblages, etc. D'enzymes pour faire de la T4, après des enzymes pour faire basculer à la T3. Et ces enzymes qui permettent de potentialiser les transformations, sans ça, on ne pourrait pas transformer correctement nos molécules. Elles ont besoin elles-mêmes de nutriments pour fonctionner. Et là, on va rentrer dans des carences, certaines carences. Alors, pour info, l'iode,
C'est une brique, c'est moins potentialisateur que les autres éléments. Il faut savoir que l'iode est une carence fréquente. Alors jusqu'à maintenant, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait assez d'iode. 2 ou 3 personnes tout au plus. Pourquoi? Parce que notre alimentation en est très pauvre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'iode s'évapore très facilement. Pourquoi? Parce que même à température ambiante, il s'évapore. Ça veut dire que, pour info, même le sel iodé, auquel on a ajouté de l'iode, avec le temps, l'iode va s'évaporer. Enfin voilà, c'était une petite histoire. Donc, l'iode s'évapore très facilement, donc c'est difficile d'avoir assez d'iode dans notre alimentation. Et donc, c'est lié aussi à nos habitudes occidentales, c'est qu'on consomme peu de produits de la mer, non cuits, du coup, parce que si on cuit, ça s'évapore, l'iode, et même à température ambiante, donc il faut manger ça très frais. Bon, en même temps, c'est aussi du bon sens de manger des produits de la mer frais par rapport à d'autres risques, qui sont les risques d'intoxication, pardon, je cherche mes mots. Par contre, il y a un aliment qui est très intéressant, qui arrive à stocker l'iode, ce sont les algues. Les algues de mer, pas les algues d'eau douce. Donc la spiruline, la chlorella, il n'y a pas d'iode, parce que j'ai déjà eu la question. Voilà. Donc, je reviens à mes moutons. On a besoin, pour nos enzymes, d'autres éléments. On a besoin d'un minéral qui s'appelle le sélénium. C'est un élément fondamental dans la transformation des hormones, dans leur forme active, en tout cas la transformation complète. On a besoin de vitamine D. Alors la vitamine D, elle vient à une étape un peu plus finale. Il faut savoir que la vitamine D, elle permet de bien faire rentrer la T3 dans nos cellules. Si déjà de base on est carencé en vitamine D, ça se fera très difficilement. Ok? Donc, quand on sait que 80% de la population en France est carencée en vitamine D, c'est compliqué. Donc, ça se remonte une carence en vitamine D, mais selon des stratégies déjà personnalisées et progressives. Prendre un shot de vitamine D, j'ai beaucoup de personnes, elles pensent que ça va aller en prenant un gros shot de vitamine D, qu'on a sur prescription, hein, on ne trouve pas ça comme ça. Ça remonte pas. Ça remonte pas parce qu'en fait, ça fait trop d'un coup, donc on va en uriner peut-être une bonne partie. Parce que le corps, il n'est pas capable de gérer tout ça d'un coup, donc en fait, on va peut-être remonter un tout petit peu, et après on arrête, et on refait dans 3 mois, 6 mois, et en fait, ça ne fonctionne pas, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. À part fragiliser vos reins, bon, voilà, parce que ça leur donne du boulot à eux par contre. Donc la vitamine D, super important. Le fer, super important. Fer, alors c'est plus chez la femme. La carence est fréquente pour différentes raisons. Hein. Ça peut être lié à l'alimentation, lié à des problèmes d'absorption. Bon là, ça peut concerner les hommes aussi. Mais ça va être aussi lié au cycle féminin. Forcément, on perd du sang tous les mois. Selon comment se déroulent les cycles, on peut être très facilement carencé en fer. Ok ? Après, bon là, on a aussi besoin de nombreuses vitamines, magnésium, zinc, vitamines. En fait, tout ça, c'est manger frais, vivant, et pas ultra chauffé, quoi. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Sélénium, on en trouve dans les noix du Brésil. Bon, c'est connu, hein, quand on a un peu cherché, voilà. Après, normalement, le sélénium, on en trouve dans tous les végétaux. Le problème, c'est toujours la même chose, ça dépend du sol dans lequel le végétal a été cultivé ou récolté. Et ça fait qu'en fait, aujourd'hui, selon les endroits de France ou d'Europe, le taux de sélénium n'est pas le même, en fait. Et il y a même une tendance à l'appauvrissement, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça aussi qu'on peut avoir des carences en sélénium. Magnésium, bon, c'est une carence fréquente aussi, en fait. Hein. Pourquoi? Parce que ce sont nos modes de vie qui fait qu'on consomme beaucoup de magnésium. Nos modes de vie très actifs, très stressants, etc. En fait, ça nous pompe nos réserves de magnésium, ce qui fait que il est utilisé pour gérer ça et pas le reste. Et le zinc, là on en trouve aussi beaucoup dans les produits de la mer, dans les graines de courge, en peu plus petite quantité, mais
on en trouve quand même. Voilà. Donc le zinc, c'est assez variable là, la carence. Il y en a, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, je voudrais quand même mettre aussi encore un petit warning pour la femme enceinte. La femme enceinte et même la femme, vous avez compris, qui veut avoir un enfant. Déjà, il faudra combler tous ses besoins, mais qui plus est, une fois qu'elle attend un bébé, les besoins vont être augmentés, fortement augmentés. Pourquoi? Parce que la thyroïde, elle va travailler pour deux. Elle va travailler pour deux, donc ça veut dire que s'il n'y a pas assez de nutriments pour que la thyroïde fonctionne correctement, c'est le bébé qui va être privilégié. Hein. Parce qu'il y a une sorte d'intelligence dans le corps qui va privilégier la descendance. Par contre, maman, quand elle va accoucher, ok, on a fait attention à la B9, parce que les femmes sont surchargées de B9 maintenant. On fait quand même attention au fer en général pendant les grossesses, mais par contre on ne fait pas attention au reste et on ne fait pas attention à l'iode. Et l'iode c'est super important pendant la grossesse. Ok, ce qui fait qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent en hypothyroïdie après des accouchements. Il y en a beaucoup, mais elles s'en rendent compte, alors soit elles s'en rendent pas compte parce qu'il y a une sorte d'errance, soit elles s'en rendent compte très tard parce qu'elles ont réussi à rencontrer quelqu'un qui a réussi à leur faire les liens entre les carences, puis sans parler de la fatigue associée au fait d'accoucher, de s'occuper de l'enfant, etc. Donc il y a toujours plusieurs causes, mais dans le cas des besoins et des carences, voilà, pour la femme qui veut avoir un enfant et qui en attend un, c'est fondamental. Voilà. Donc maintenant, on va s'intéresser à ces fameux dérèglements. Donc si ça ne va pas, il y a plusieurs choses qui peuvent engendrer un dérèglement thyroïdien. On va en parler juste après. Mais avant, je vais juste vous décrire rapidement qu'est-ce que c'est ces dérèglements thyroïdiens. En gros, on a le sous-régime et le sur-régime. Ok ? Donc l'hypo, ce qu'on appelle dans le corps médical l'hypothyroïdie, première étiquette. Le sur-régime, autre étiquette, l'hyperthyroïdie. L'hypothyroïdie, moi je distingue deux groupes de causes. On va dire qu'il y a, j'appelle ça les réactionnels, c'est-à-dire que ça va être une réaction de ralentissement suite à quelque chose. Et les quelque chose, on va voir après. Et il y a les causes liées à un problème immunitaire. Ça veut dire qu'à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, enfin, en tout cas à première vue, on ne sait pas pourquoi, mais le système immunitaire s'est mis à déconner. Vous devez connaître le fonctionnement global du système immunitaire. On produit des anticorps, on a une mémoire immunitaire, etc. Mais parfois, il peut se passer des choses qui vont faire qu'on va produire des anticorps, mais contre nous-mêmes. Et là, dans ce cas-là, c'est la thyroïde. Donc en fait, la thyroïde, à la base, elle va bien. Le problème, il est immunitaire. Donc, il ne faudra pas chercher à s'occuper uniquement de la thyroïde parce qu'en fait, ça revient à boucher les trous, mais si on ne règle pas la fuite, ça ne va pas le faire. C'est régler le problème immunitaire. Donc c'est pour ça que je le mets à part. Ok ? Et dans le cas des hyperthyroïdies, on en a une aussi qui est Alors, juste avant, auto-immune en hypothyroïdie, c'est ce qu'on appelle Hashimoto. C'est très fréquent dans les problèmes de thyroïde. Donc, comment la personne se sent quand elle est en hypo? Elle est fatiguée tout le temps, surtout le matin. Elle a besoin de dormir plus que les autres. Elle va avoir des difficultés à perdre du poids si elle cherche à en perdre. Elle peut même en prendre sans avoir changé son alimentation. Elle va avoir froid aux extrémités, aux pieds, aux mains, même quand il fait chaud. C'est ça qui est important. Elle va avoir une tendance à avoir une tristesse de fond, une tendance même à se sentir dépressive. Elle va avoir des difficultés à digérer. D'ailleurs, la personne qui est en hypothyroïdie peut ne pas supporter les protéines et par conséquent moins en manger. Bon, ce qui est du coup paradoxal, mais par rapport aux besoins, mais comme elle ne digère pas bien, les protéines, ça ne va pas être bien digéré. Et aussi, ce qui est très fréquent, c'est la constipation. La constipation, c'est quasiment systématique. Quoi d'autre? C'est déjà pas mal, mais gonflement, rétention d'eau, visage et ou les yeux gonflés le matin. Ça va être ça aussi. Brouillard mental, problème pour se concentrer. C'est hyper fréquent.
Voilà. Et à l'inverse, le sur-régime, ça sera l'opposé de tout ça. La personne est speed, elle a chaud. D'ailleurs, elle aura des problèmes de sommeil parce qu'elle a trop chaud, elle a des bouffées de chaleur. Donc, elle a ça, elle digère très vite, elle va à la selle pour le coup trop facilement. Elle va tachycarder beaucoup. Et c'est quelqu'un qui va être très nerveux, qui va perdre du poids très facilement. Et surtout, le moindre mot qui peut la contrarier, ça va partir en crise d'hystérie. Je vous le dis, c'est du vécu. Pas moi. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, cette notion de vitesse encore, ça se voit très bien sur le corps. Donc, là aussi, il y a une version auto-immune. Donc, je ne l'ai pas dit, mais ouais, ça y est, c'est ce que je voulais dire, que j'ai encore pas dit. Mais dans Hashimoto, l'anticorps, il va cibler la thyroïde, donc en fait, elle se fait grignoter. Et donc, forcément, il y a de moins en moins de thyroïde, donc il y a de moins en moins d'hormones, parce qu'elle se fait bouffer, littéralement, par les anticorps, enfin, pas les anticorps qui vont envoyer les infos aux cellules immunitaires qu'il faut détruire ces cellules-là. À l'inverse, dans base d'eau, l'hyperthyroïdie, qui est liée aussi à un problème d'immunité, là aussi c'est de l'auto-immunité, donc les causes sont communes, c'est juste que ça s'est manifesté différemment. Là, les anticorps, ils se collent à la thyroïde, mais ils ne vont pas engendrer la destruction, mais plutôt sa suractivation. C'est-à-dire qu'ils se fixent sur un élément signal qui dit à la thyroïde, eh ben, vas-y, fais des hormones, fais des hormones, fais des hormones, mais en fait, c'est pas la TSH là, qui envoie l'info, c'est l'anticorps. Donc c'est de l'info supplémentaire. Mais c'est pas normal. Donc du coup, il y a trop d'hormones. Et donc, on a les hyper, les gens accélérés. Et enfin, on a aussi, dans le cas des hyper, les fameux nodules. Donc on peut avoir des nodules. Donc les nodules, c'est quoi? C'est des amas de cellules en trop, qui se développent en trop sur la thyroïde, de même nature que les cellules thyroïdiennes, qui peuvent ou pas produire des hormones. Donc dans ces cas-là, ce sont des nodules qui produisent des hormones. Parce qu'on peut avoir des nodules qui font rien du tout, et c'est pas forcément gênant. D'accord? Voilà. Et après, il y a le cas particulier, bien sûr, qui est l'absence de thyroïde, mais là, c'est suite à un acte médical. Et donc là, forcément, la personne, elle est obligée d'avoir des hormones parce que malgré tout, même si le corps il est capable d'activer les hormones thyroïdiennes, la fameuse T4 dont on parlait, il n'y a que la thyroïde qui peut le faire. C'est pour ça qu'il faut des hormones de synthèse. Par contre, il faut que la personne soit capable de faire de la T3. Et c'est là où des fois les traitements, ça ne suffit pas. La personne, elle a encore des symptômes. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va causer de l'auto-immunité? Alors, dans les causes, je distingue l'auto-immunité à part et après les autres perturbations de la thyroïde. Parce que l'auto-immunité, c'est un peu un socle commun, que ce soit du base d'eau, de l'Hashimoto, et même une autre maladie auto-immune qui ne touche pas la thyroïde. Hein. Ça sera la même cause. Et la cause, c'est quoi? Ça a commencé à un moment donné au niveau des intestins, la fameuse hyperperméabilité intestinale. Je suis sûre que tout le monde en a entendu parler, parce que maintenant, dans les magazines, on en parle tout le temps. Et partout, voilà. Pourquoi? Parce que si l'intestin, il laisse passer trop de choses, l'intestin, il ne laisse passer que les nutriments dont il a besoin et les nutriments complètement digérés. Donc acides aminés, etc., mais jamais des protéines entières. Et il faut savoir que le système immunitaire, il reconnaît les protéines des germes infectieux, les protéines ultra chauffées de l'alimentation, parce que le chaud va altérer la forme des protéines, donc elle sera plus naturelle pour le corps. Ça peut être des protéines naturellement présentes, mais qui, comme l'intestin va se mettre à laisser passer plein de choses, ça va passer dans le sang, être reconnu par le système immunitaire. Le système immunitaire, il s'essouffle parce qu'il n'est pas censé rencontrer tout ça. Donc déjà, il s'essouffle, et deux, il va manquer d'efficacité dans le temps, donc il va faire des erreurs, et il peut déclencher des réactions auto-immunes, donc des réactions contre lui-même, enfin l'autre qui l'héberge, contre le soi. Voilà, ou parfois aussi une autre théorie, c'est que comme il y a des protéines qui sont passées dans le sang mais qui n'auraient jamais dû passer, il suffit un tant soit peu que la protéine ressemble à une protéine de notre corps. Le système immunitaire, lui, de toute façon, il aura fait des anticorps, il a une mémoire immunitaire,
C'est comme ça que ça fonctionne, les vaccins, par exemple, ça nous fait développer une mémoire immunitaire. Ben, sauf que là, s'il suffit un tant soit peu que la protéine ressemble à un autre élément de notre corps, par exemple protéine de la thyroïde, ben, il va l'attaquer aussi, en fait. Voilà. Ok? Donc là, il faudra s'occuper de ça. Je ne peux pas développer plus parce que ça pourrait être un sujet de conférence aussi, mais fouinez. Vous allez voir, vous tapez sur Internet auto-immunité, hyperperméabilité intestinale, il y a plein de choses qui sortent. Ensuite, les autres causes de perturbation. Donc, on a déjà parlé des carences. Donc, s'il y a des carences, c'est le lit des développements de problèmes thyroïdiens. Les perturbateurs endocriniens, bien sûr, qui vont perturber le fonctionnement thyroïdien ou mimer les effets des hormones thyroïdiennes, par exemple. On a parlé des carences liées au postpartum, donc après l'accouchement. Les métaux lourds, l'exposition aux métaux lourds vont faire baisser en fait l'activité des enzymes thyroïdiennes. Bon, pas que, mais là on parle de la thyroïde, donc voilà. Les halogènes, alors ce sont d'autres groupes de molécules, c'est chlore, fluor, brome. Tout ça, ça va faire baisser l'efficacité en fait de nos enzymes. Et deux gros sujets qui sont trop fréquents de nos jours, c'est le stress chronique et la fatigue chronique et le burn-out. Le stress chronique, pourquoi? Parce que quand on est en stress chronique, on produit trop de cortisol tout le temps. Et en fait, on a vu dans les études que quand il y a trop de cortisol, c'est forcément associé à une chute de T3. Alors tout le monde ne va pas faire ça, hein, forcément, mais chez des personnes qui ont des dérèglements de la thyroïde, ça peut être lié à ça. On n'a pas tout forcément. C'est là où chacun est différent et qu'il faut se faire accompagner, parce que parfois tout seul on a un peu du mal, on n'a pas le recul nécessaire pour voir les choses de haut. Donc, fatigue chronique, burn-out, là c'est différent parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de jus, il n'y a plus de cortisol, enfin, voilà, le corps il n'arrive plus à rien faire. Et en fait, ce qui est observé chez certaines personnes, c'est que la thyroïde, en réaction à ça, vu que c'est la glande qui va gérer notre métabolisme, la consommation d'énergie, elle peut se mettre au ralenti pour préserver les réserves. Ça peut être aussi ça. Moi, je connais une personne de ma famille, elle est expert comptable. Elle avait un boulot qui était épuisant, qui n'allait pas du tout. Elle n'était pas bien en plus au niveau mental, donc elle avait de la fatigue physique et de la fatigue mentale. Et en fait, elle a changé de boulot. Elle a développé un problème d'hypothyroïdie. Elle a changé de boulot et c'est reparti en fait. Le problème est parti, comme il est arrivé. Voilà. Donc c'est pour vous dire comme le corps, il répond dans un sens et dans l'autre. C'est pour ça que dans le bon sens, il y a plein de choses à faire. Et le corps, il vous répondra. Et après, selon chaque personne, ça mettra le temps que ça prendra. Donc il y a aussi la notion de persévérance. C'est très important. Donc là, on passe du temps là-dessus, mais voilà, fatigue chronique, burn-out, stress chronique, c'est quand même le sujet qui pose problème en Occident, parce qu'on essore les gens et on les jette, mais on ne s'en occupe pas derrière. Donc forcément, ensuite, je pense que vous ne devez pas voir grand-chose en fait, mais si forcément le foie, les reins et les organes d'activation ne fonctionnent pas bien, ben, on aura les symptômes d'hypothyroïdie par exemple, parce que on ne produira pas assez d'hormones actives. Donc c'est un problème d'activation. Hein. Voilà. Excès d'œstrogène, on en a parlé à travers la question très pertinente de madame, c'est l'excès d'œstrogène. Alors, on a parlé de l'excès d'œstrogène qui peut être temporaire avant la ménopause, mais qui après va baisser aussi une fois que la ménopause est installée. Mais on a aussi les excès d'œstrogène chez la femme adulte, notamment parce que y a des tas de perturbateurs endocriniens aussi. Il y a eu des antécédents de prise de pilule pendant des années. La pilule elle-même étant un perturbateur endocrinien, c'est des hormones de synthèse qu'on se met volontairement dans le corps. Et selon le type de pilule et ce qu'il y a dedans, on peut se mettre en excès d'œstrogène. Et en fait, les excès d'œstrogène font baisser le taux de l'hormone active de T3. Voilà. Donc c'est super important aussi comme notion, parce que j'ai énormément de personnes qui viennent aussi en consultation pour des syndromes prémenstruels, des problèmes de syndrome des ovaires polykystiques qui sont très fortement liés aussi à des déséquilibres œstrogènes et progestérone. Ok ? Voilà.
Là encore, c'est un autre sujet de conférence. Et après, à la fin, j'ai écrit manque ou faiblesse des enzymes. Donc là aussi, ça peut renvoyer aux carences, ça peut renvoyer à des faiblesses génétiques. Mais c'est pas parce qu'on a la faiblesse génétique qu'on peut rien faire. Il faut juste faire encore plus attention à comment on se nourrit. Donc au final, c'est la même stratégie. Il faut toujours faire attention à comment on se nourrit. Et après, je l'ai mis parce que je peux avoir la question. Les crucifères, on dit que les crucifères vont perturber la fonction thyroïdienne. Alors c'est en excès déjà. Et il faut savoir que ce sont les crucifères crus. Donc en gros, je le mets juste pour dire que ça n'arrive pas super souvent. Et c'est loin, loin, loin derrière toutes les autres causes. Ok? Voilà. Une fois qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Il faut revenir à son histoire. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné dans ma vie pour que ça déconne, dans un sens ou dans l'autre, de l'hyper, de l'hypo, un problème immunitaire qui a engendré par derrière, du coup, un problème de thyroïde. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Quand est-ce que j'ai commencé à ressentir ça? Ah, ok. Est-ce qu'il se passait des choses dans ma vie à ce moment-là? Comment je mangeais, comment je pensais, comment se déroulaient mes relations avec ma famille, avec mes proches, avec mon boulot, comment je mangeais, je l'ai dit. Enfin voilà, tout autant d'éléments qui vont perturber nos fonctions biologiques et engendrer tous les dérèglements que j'ai évoqués. Et donc, ce qui peut provoquer les dérèglements, maintenant vous connaissez les différentes causes de perturbation. Donc souvent, il n'y en a pas qu'une seule, hein, c'est un peu tout. Et donc, c'est important d'explorer, de vraiment de dédier un temps d'introspection par rapport à ça, mais surtout de se faire accompagner, parce que seul, on peut commencer à amorcer des choses, mais parfois, ça peut ne pas suffire. Et j'ai remarqué quand même que d'expérience, on fait les choses, mais parfois, on ne fait pas tout exactement. On peut manquer de certaines données. Donc, en tout cas, pour débuter, hop. Et puis, en général, ça donne aussi on a un interlocuteur, en fait, aussi qui nous comprend, qui nous dit qu'on n'est pas fou, que c'est pas dans notre tête. Et en plus, en général, moi, par exemple, mais il y a aussi d'autres collègues qui le font, c'est parfois, c'est bien aussi parfois d'orienter les gens vers certains types d'analyses pour montrer sur papier qu'il y a quelque chose. Voilà. Parce qu'on peut travailler sans analyse, mais pour certaines personnes, et même parfois pour en parler à d'autres professionnels de santé, parce qu'un naturopathe, ou même un naturopathe fonctionnel comme je fais, on a quand même besoin du corps médical pour collaborer, parce que par exemple, quelqu'un qui n'a pas de thyroïde, il va être obligé d'avoir un traitement. Donc, par contre, nous, naturaux, on va travailler tout ce qu'il y a autour de ça. Et vous voyez, il y en a du boulot. Parce que ça, c'est pas forcément... Merci. C'est pas forcément... soit ils n'ont pas le temps déjà, et soit ils ne le savent pas, soit ça ne les intéresse pas. Il y a tous les cas de figure. Donc, c'est important de faire ça complètement. Et j'ai énormément de personnes qui vont déjà beaucoup mieux. Ça prend le temps qu'il faut. Ça demande certains changements d'habitude de vie. Ça, je vous ne le cache pas. Mais quelque part, est-ce qu'un dérèglement comme ça qui s'est manifesté n'est pas l'occasion rêvée de se reposer les bonnes questions et revoir sa vie comment on l'a en ce moment. Voilà. Donc, merci d'être venu m'écouter sur ce sujet qui est complexe, mais pas si compliqué que ça. Il est complexe parce qu'il y a beaucoup de liens à faire, mais qui est pour moi indispensable parce qu'il y a trop de gens qui ont des problèmes là-dessus sans le savoir, ou qui le savent, mais ils ont encore quand même des problèmes. Et donc, moi, le message que je voulais faire passer aujourd'hui, c'est qu'il y a des solutions. Il y a des solutions, il y a des pistes à explorer, et très certainement, votre cause n'est pas perdue. Oui, j'ai une question. Si je reçois les gens, oui, en visio et en présentiel sur Aix-en-Provence. Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai des petites cartes là, mais après vous pouvez vous approcher, prendre en photo si c'est plus simple, les coordonnées. Mais oui, il n'y a pas de souci. Et s'il y a des questions, allez-y, je vous passe le micro.
Voilà, mais sinon, un grand merci d'être venu et j'espère que ça vous a apporté. Voilà, merci à vous. Merci à vous.